A moeda, a bandeira, o hino. Símbolos tradicionais de um Estado, de uma nação. Em 1972, o Conselho da Europa, a mais antiga instituição europeia, entregou ao maestro alemão Herbert von Karajan a missão de fazer os arranjos musicais que transformaram uma famosa composição de seu compatriota Beethoven no hino da União Europeia. Ode à Alegria é o nome de um poema, o único, cantado no quarto movimento da Nona Sinfonia de Beethoven, a mais universal de todas as obras deste gênio da música. Até então, Beethoven era conhecido como um compositor voltado para a música de Estado, do enaltecimento do Estado alemão. O poema de Schiller que inspirou a obra, escrito em 1785, é, ao contrário, a expressão da utopia de uma comunidade humana universal, fundada com base nos valores de liberdade, paz e solidariedade. Os mesmos valores que iriam nortear, poucos anos depois, os ideais da Revolução Francesa, precisamente liberdade, igualdade e fraternidade. Mas quando a Ode à Alegria foi adotada como hino pela União Europeia, os versos de Schiller se tornaram um elemento de difícil assimilação. Il y a eu deux raisons contre l'adoption des paroles qui ont été mentionnées. D'une part, c'est l'idée que le texte de Schiller est en allemand et qu'on ne pouvait pas faire chanter tout le monde en allemand. C'est impossible de faire la traduction dans Peut-être différents langages. Ça existe, ça doit exister, des traductions dans tous les langages, mais en tout cas, on a trouvé que l'idée d'une polyphonie polylinguistique était trop compliquée. La deuxième, c'est l'idée que le texte de Schiller ne parle pas de l'Europe. L'Europe, même si c'est très grand, c'est quand même quelque chose qui est une partie du tout. Et le projet de Beethoven, c'était parler du tout. Et donc on a des traces dans les débats des parlementaires qui disent le texte ne va pas parce que ça ne parle pas d'une identité européenne. Il y a eu un troisième argument qui c'était de se dire la musique instrumentale, sans parole, est un langage universel, donc c'est très bien qu'il n'y ait pas de parole parce que de toute manière la musique dit ce qu'il faut dire. Le problème, c'est que quand les gens veulent chanter, parce que malgré tout un hymne c'est à la base un chant collectif, ils disent on ne sait pas quoi chanter. Os cantos coletivos mais comuns na Europa de hoje são cantos de indignação. Vozes descontentes com o enfraquecimento progressivo de um símbolo da construção europeia do pós-guerra bem mais forte que um hino ou uma bandeira. O modelo do Estado do bem-estar social, que por várias décadas garantiu aos cidadãos um colchão de segurança com educação e saúde de qualidade, auxílio nos períodos de desemprego, direito a uma aposentadoria decente. Um lento processo de desconstrução, que é parte de um fenômeno maior de transformação porque passou o sistema em que vivemos ao final do século XX, acelerado nos últimos 10 anos de endividamento e déficit público. Em todos os países, promover ajustes fiscais significa cortar gastos no lado mais vulnerável da sociedade europeia. Les origines de l'État social sont plus diversifiées, parce que la première assurance publique était établie par Bismarck, un politique conservateur, et en Grande-Bretagne, le grand plan était par Beveridge, un homme politique libéral, mais le grand soutien pour cet État social était sans doute les partis socialistes et sociaux-démocrates en Europe. Et l'État social le plus avancé
aux pays du Nord, en Scandinavie, était un État social très marqué par la sociodémocratie, sans doute. C'était leur but le plus important. À partir des années 50-60, on était conscient que l'État social était plus avancé en Europe. Mais il y avait un conflit à partir des années 80 entre ce courant en faveur de l'État social et le fait que l'État social était très très avancé en Europe, mais d'autre côté l'opposition à travers de Mme Thatcher en Grande-Bretagne, mais aussi à travers des autres conservateurs en Europe et des courants généraux de libéralisme qui est plutôt contre cet État social. Donc le conflit commençait aux années 80 et continuait aux années 90 jusqu'à nos jours. O primeiro espaço a ser afetado pela reforma do modelo social europeu foi o do mundo do trabalho. A ideia de um trabalhismo clássico, que garanta contratos em horário integral por tempo ilimitado, sob a supervisão de sindicatos capazes de barganhar níveis salariais compatíveis com o custo de vida, vai sendo pouco a pouco substituída pela inesgotável criatividade das chamadas leis de flexibilização. Redução da jornada, contratos com duração determinada, redução do tempo e do valor do salário-desemprego, aumento da idade para aposentadoria, etc. Estranha inversão. O modelo social dos países centrais parece adotar aos poucos o modelo dos países da periferia. In Brazil, you have long experiences of precariousness of labor, of informality. You have the informal sector since decades, and you speak about it. Everybody knows it. But in Germany or in other European countries, informal sector was that nobody knew about it. Nobody discussed about it. Nobody mentioned it because it was non-existent. But at the moment today, we know that 30% or so of the working population is in precarious conditions. And many young people make the experience that they have not a lifelong perspective of their work, and therefore their whole behavior in the society and their consciousness is changing. And that is what is happening today. There's a generational break, rupture, so to say, which is rather hard and rather new for Europe. And that is what many people see as makes them pessimists. Avant notre génération, c'était presque le plein emploi. Ils étaient bien. J'ai des exemples de gens qui ont, on va dire, 5 ou 6 ans de plus que moi. Ça ne fait pas une énorme différence, hein, mais qui étaient donc avant l'euro, qui sortaient de Master 1, qui avaient un emploi. Aujourd'hui, on sort d'école, on n'a que des stages. À l'époque, on avait un emploi. Et combien tu gagnes pour un stage comme ça? Pour un stage supérieur à 3 mois, à 2 mois, pardon, maintenant, ils ont baissé encore un tout petit peu. Un stage supérieur à 2 mois, l'employeur est obligé de nous rémunérer à hauteur de 70% du SMIC. Non, 30% du SMIC. Donc 400 € environ, 460 € par mois. Voilà, par mois. Et à Paris, l'exemple type, c'est la proposition de stage pour quelqu'un qui sort de Master 2, donc il y a une spécialisation. Master 2, ça veut dire 5 ans. Une spécialisation, 5 ans d'études. Donc il y a une spécialisation, on lui propose un stage on va dire de 6 mois, donc rémunéré à la limite, ou peut-être un peu plus parfois, ça dépend. Mais en plus de ça, on lui demande d'être bilingue en anglais. On nous demande beaucoup de choses finalement pour un salaire qui est pas décent, qui est vraiment pas décent. Mais tu as parlé aussi des contrats qui sont à chaque fois plus réduits. Le CDD d'une semaine.
Il y a 5 ans, ça a réellement commencé avec les stages en fait. Avec la montée des stages, il y a eu ces CDD d'une semaine qui se sont multipliés. Alors crise ou pas crise, je pense qu'à un moment donné, ils ont eu besoin de faire des économies, donc ils se sont dit on va jouer un tout petit peu avec la loi. Normalement, concrètement, ils ne peuvent pas faire 2 CDD, mais ils arrivent à faire plusieurs CDD. Moi là par exemple, en ce moment, je travaille dans une boîte de communication. Ça me va très bien, je ne vais pas me plaindre parce qu'au moins j'ai trouvé du travail. Je veux dire, c'est-à-dire c'est une boîte qui fait de la promotion, de la promotion. De la promotion Ça n'a rien à publicitaire, voir avec... rien à voir avec mon domaine. On a l'impression de s'être fait berner. Parce qu'on est une génération où nos parents nous ont dit « Faites des études, vous serez récompensés ». Parce qu'eux-mêmes étaient récompensés quand ils faisaient des études. Et ceux qui n'en avaient pas fait n'étaient pas récompensés. Donc quelque part, ils poussaient leurs enfants à faire ça. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on est une génération de grands diplômés. Parce qu'il faut dire la vérité, à l'époque, il n'y avait pas autant de master, enfin de bac plus 5, il n'y en avait pas autant, il y en avait très peu. Autant de tes parents. Autant de mes parents, il y en avait très peu, ça n'avait strictement rien à voir. Les gens se dirigeaient beaucoup plus tôt vers une voie professionnelle. Donc on a fait, comme nos parents nous ont dit de faire, mais aujourd'hui on s'est fait berner. As mudanças nas relações de trabalho se relacionam diretamente com outro fenômeno experimentado fortemente nos países centrais a partir do final dos anos 1980. O fenômeno de uma acelerada desindustrialização. A abertura das fronteiras à competição global permitiu o acesso às reservas mundiais de mão de obra barata, bem mais econômica que a mão de obra organizada que estes países tinham em casa. E, de repente, sem que as pessoas se dessem conta, o trem do trabalho saiu dos trilhos. On peut imaginer qu'un lieu, enfin, qu'une économie qui avait tout son équilibre à un moment donné et qui gagnait beaucoup d'argent, à un moment donné c'est fini. 5 ans plus tard c'est fini, ça a été fermé, licencié, etc. Moi j'étais dans des entreprises qui gagnaient de l'argent, des entreprises qui ont été arrêtées. J'étais dans la chimie pendant pas mal de temps, pendant 10 ans. C'était une énorme entreprise française de chimie qui a disparu, qui a été démantelée, coupée en morceaux, avec des plans sociaux, des restructurations. Donc c'est dans les années 90 que j'ai vraiment senti la bascule. J'ai vu arriver les mondes des actionnaires dans les années 90, 92, 95. Où les directeurs, bon je travaille dans une grosse entreprise internationale, les directeurs ont commencé à ne plus avoir le pouvoir sur leur entreprise. Il fallait qu'ils fassent, j'ai plus les ratios en tête, 10, 12, 15% de marge sur les investissements. Et s'ils n'y arrivaient pas, eh bien, l'entreprise était menacée. Donc il y avait des ratios justement de financiarisation qui étaient très importants et qui remettaient en question l'entreprise elle-même. Et j'avais vraiment l'impression, quand je travaillais dans cette entreprise, petit à petit, que même que les patrons des grandes entreprises n'avaient plus la main. Ils dirigeaient plus. Ils étaient dans un stress pas possible. Voilà. Le monde d'entreprise est en train de tuer le travailleur et la motivation du travailleur. Moi j'ai subi les conséquences de plusieurs licenciements alors que j'avais travaillé, mais vraiment je m'étais investie avec ce que je pouvais, avec ma capacité, mais je ne pense pas avoir de mauvaise capacité non plus. À un moment donné, ils servent à quelque chose, à un moment donné, il n'y a plus une confiance, il y a quelque chose qui s'est passé et hop, dehors. Maintenant c'est terminé quoi, c'est terminé. Et bon, moi j'ai une vision très très négative, je pense que le monde d'aujourd'hui, mes filles, les jeunes d'aujourd'hui, finalement, avec des jeunes qui sont très orientés sur vivre le plaisir de maintenant et zapper, bah finalement, ils sont peut-être mieux préparés que nous au monde du travail de demain. Je profite de moment, ça me convient, je donne ce que je donne, pas plus, je vais ailleurs et je zappe et je passe d'un truc à l'autre, ça m'arrange pas. Et je pense que l'engagement sera beaucoup moins fort. Je travaillais pour une société américaine, International Paper. Ensuite, je suis passé chez Billerud, les Suédois. Et un jour, les Suédois ont eu peur, les Américains ont eu peur de ce qui se passait en Europe. Ils ont eu peur de l'arrivée des socialistes avec Mitterrand en 1980. Ils ont commencé en 1980. Ils m'ont proposé d'acheter l'entreprise. Les Suédois m'ont proposé de l'acheter. Alors je l'ai acheté dans des conditions extrêmement favorables et on est devenu international très vite.
C'est-à-dire qu'on Comment ça s'appelait? Otor, O-T-O-R. Et on a acheté une grosse unité en Pologne, on était à Conakry en Afrique, on était en Angleterre, etc. Tout ça pendant les 80 ou 80 jusqu'à 2000. Jusqu'à 2000. Jusqu'à 2000. Ensuite, en 2000, les choses se sont assez régularisées. On a eu des difficultés avec les banques et le fonds américain Carlyle a repris ce qui avait été initialement américain, a repris le contrôle de l'entreprise de manière assez énergique. On s'est vivement discuté. Qu'est-ce que vous voulez dire par énergique? C'est-à-dire que on demandait des sécurités bancaires, des garanties bancaires trop importantes pour pouvoir continuer notre développement. Et on a accepté certains prêts qui étaient relativement défavorables. À et ce puis un temps, jour, c'était combien % qu'ils avaient? Oh, ils arrivaient à un peu plus de 50%. Donc c'est beaucoup, 50% pour une société où il n'y a qu'une personne. C'est beaucoup. Donc arrivé à cette situation, ils ont dit maintenant, on ne vous aime plus, on vous provisionne. Provisionne, ça veut dire qu'on considère que vous ne pourrez pas suivre, que vous serez en faillite. Et bien ma foi, ils ont fini par prendre le contrôle. Et puis les choses sont devenues tellement difficiles que je suis parti. Et quelle est la conclusion que vous pouvez nous donner de tous ces processus que vous avez vécus? À la réflexion, j'aurais dû m'en douter, parce que c'est assez régulier. Quand une entreprise atteint un certain niveau, c'est-à-dire quand il sort la tête de la foule des entreprises, quand il devient trop important, soit par secteur, soit de manière générale et autres, il est attaqué. Et vous avez ça dans le monde entier. Hoje está difícil também começar. Sebastian, 18 anos, varou noites estudando para uma vaga na única Universidade Estatal de Medicina de Berlim e conseguiu uma ótima nota. O problema é que outros 23 mil candidatos também tiveram uma excelente classificação e a universidade só aceita 3 mil estudantes por ano. Sebastian foi informado que terá que esperar 6 anos até chegar a sua vez de começar o curso. Of my life, for me, it's much. In Germany, for example, we have a high demand for highly qualified labor. Still have. We have a lack or a shortage of doctors, engineers, and in IT. I don't know, all kind of IT business jobs. And if you go to hospitals in Berlin, for example, you will notice that a lot of the major doctors or the major surgeons are from Eastern Europe. Bettina Wagner é um dos encarregados do suporte à mão de obra do trabalho do leste europeu na DGB, a poderosa Confederação Geral do Trabalho alemã. Pode talvez explicar essa estranha contradição vivida por estudantes como Sebastian. Não conseguir vaga para cursar medicina num país com tanta oferta de mão de obra qualificada. This is the bureaucratic apparatus that you're talking to. This one doesn't know what this one's needing. I know, this is one of the most striking things, if you think about it, that we have very few universities. It is very costly to actually finance, publicly finance the preparations for a doctor and the studies for a doctor. We have a few professors actually teaching and doing the jobs. They don't really get full-time unlimited employment. You always get employment for 3 years, for 5 years. If you're 42 years old and you're not a professor yet, you have a problem because you will never get to become a professor. So it's not really, let's say, interesting for people to stay at university and teach. So you have very few teachers, so very few student places, and that's why people go to other countries,
study or come from other countries with their finished study, because we have a lot of jobs which are vacant in medicine. They go to Denmark and Sweden because that's where you get more money. So here you have the European Union. Everyone is like moving, you know, westwards or northwards. Mas o grande foco do trabalho de Bettina na DGB é o trabalho precário, que vem crescendo muito nos últimos anos. Na França, as taxas de desemprego permanecem estáveis, em torno de 10%. O que vem aumentando é justamente o setor do trabalho informal, mais de 16%. O mesmo vem acontecendo na Alemanha, onde o desemprego é de apenas 7%, enquanto o trabalho precário está em curva ascendente, sobretudo depois do pacote de reformas introduzido pelo antigo governo social-democrata em 2004. This is statistics that I found on the Ministry of Labor, which is actually showing you that, for example, this is from 2000, and in 2000 we had 27 million people, 27.8 million people working, and this is full-time, paying socially secure jobs. This is socially insured, you know, that you're paying all the unemployment and rent insurance and stuff like that. And here you can see it's called geringfügig beschäftigt, which is marginal employment, where you don't pay any social insurance, which means that in the end, once you are retiring, you won't get anything out of it. And it actually shows you that in June 2000, we had 27.8 million people working, and here we still have 27.7 working, so actually the same amount of people are working, but at the same time, you have another 7.27 million people working in marginal employment. Em 1º de maio deste ano, seguindo as normas definidas pelo Acordo de Livre Circulação de Mão de Obra da União Europeia, o mercado de trabalho nos países ocidentais se abriu para 8 países do leste europeu que passaram a fazer parte do bloco. Foi quando Bettina se deu conta do espantoso crescimento de uma nova modalidade de emprego no país. We realized in our office that actually before the 1st of May 2011, so before the labor market was opened, a lot of people were already here. They came 3 years ago, 5 years ago, and they came self-employed because although the labor market was restricted, you could still come to Germany and say, hi, I came because I want to set up an own company. So what we had was, we had a lot of people coming from Poland, for example, here to Berlin. We had a lot of people coming who said, I came and now I am self-employed, I have an own construction firm. I am one person. And I'm working as a constructor, but I'm self-employed because I'm writing bills and you have to sign them and give me the money. The problem is with self-employed people, you don't have a minimum wage. So I can work for €3, I can work for €1, this is my own problem, you know. So we had a lot of persons coming to us who said, mostly female, who said, I have an own business, I am a cleaning company. My name is Bettina Wagner, I am a cleaning company. This is how they did it. And this was totally legal. The number of self-employed persons in Berlin in the last 2 years has tripled. So this is the way everyone uses, you know. And the problem is, even if the labor market opens, you know, I mean, if you are a big construction employer, and you have employed all these subcontractors, these self-employed persons, and now the law changes, and you could theoretically employ them as normal employees. You will think, okay, I pay them €6 and they are the ones who are responsible. It's gross, you know, €6 and you're done. And now, just because you did such a good job, I will employ you and you will cost me €20. I mean, this is not, you know, doesn't make any sense. If you think in rational terms, how economics think and how employers will think, this will not change. Le narratif de l'Union européenne était basé sur 3 choses. Une économie qui marche bien, l'introduction de la démocratie et finalement aussi l'État social que vous avez mentionné. Oui. Et pour le moment, cette narratif est en crise parce que l'État social est toujours là, mais il est considéré d'être difficile. L'économie européenne marche moins bien que dans les années 50-60, bien qu'elle marche toujours.
Et la démocratie, finalement, est dans une situation nouvelle. La vieille formule, démocratie, ça veut dire une économie qui marche bien. Cette vieille formule marche moins bien aujourd'hui. Le démantèlement du système social, du modèle social européen est une conséquence directe de l'appartenance à l'Union européenne qui proclame haut et fort, parmi ses valeurs fondamentales, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, les libertés fondamentales d'un citoyen européen. Moi, par exemple, alors je vais te dire mes libertés fondamentales. 1, c'est la liberté de circulation des capitaux. 2, la liberté de circulation des biens et des services. 3, la liberté de l'investissement. Et 4, la liberté de circulation des personnes. Alors, la circulation des personnes est effectivement est une liberté fondamentale, mais la liberté de circulation du capital, pour moi, ce n'est pas du tout une liberté. The leadership in the Western world is gone to the financial markets. When you look to the homepage of the G20 meeting quite recently in Cannes, it's a Côte d'Azur, then the first what you find on the homepage is the sponsors of this meeting, the private firms, which are much more important than the 20 countries, or the 20 leaders of these countries. Even Barack Obama, the leader of the most important country in the world. Wall Street is determining what happens in Washington, and the British banking system is determining what Mr. Cameron is doing and saying and deciding. Because 10% of the British gross national product is in the so-called banking industry. Because after deindustrialization and restructuring since Margaret Thatcher, there is nothing left of industry in Great Britain without except the banking industry. Pensez-vous que nous sommes dans une crise de théorie capable d'expliquer ce qui se passe? Absolument. Je crois que la théorie des économistes n'est plus suffisante. C'est une théorie qui explique mal la situation, et une théorie qui n'aboutit pas à des solutions. Donc il faut repenser les théories. Et il y a aussi une méfiance accrue dans la théorie des économistes. On croit plus qu'on trouve beaucoup de solutions. Je crois qu'il faut vraiment une nouvelle théorie économique, ça veut dire une théorie qui est moins orientée vers un homo economicus qui est rationnel, etc. Ouais. Et une théorie qui accepte plus la psychologie, les catastrophes, les crises, le marché financier qui n'est pas très bien traité par la théorie économiste, etc. Descompasso entre teoria e prática, descompasso entre política e cidadania. Os movimentos sociais que conseguem sobreviver ao tempo e às necessidades da crise se autoproclamam apartidários, livres das amarras das lideranças dos partidos. Como Demplirono, na Grécia, que vai se espalhando aqui e ali. Um amontoado de demitidos, de funcionários com 4 meses de salário atrasado, de representantes de bairros e de sindicalistas sem força sindical, movidos pelo desejo de fazer alguma coisa, como boicotar o novo imposto sobre a propriedade que vem embutida nas contas de luz. O pequeno prevalece sobre o grande. Sobra espaço para a construção de uma nova identidade europeia. L'Europe, c'est un vaste sujet quand même. Hein. On nous a imposé d'être une seule et même communauté qui ne parle pas la même langue, qui n'a pas les mêmes traditions, et qui a une économie qui est quand même vachement vieille et qui est basée sur notre pays, sur une souveraineté en fait finalement.
Donc en fait, l'Europe est un... Enfin moi je suis pro-Europe. Mais le problème c'est qu'actuellement ça ne fonctionne pas quoi. We are more cousins with the Turks us, or with the southern Italians, Calabria and Sicily and Turkey and Syria. I see. So the Greeks, they have a xenomania to become a little bit Westerns too. But we like coffee like the Turks, we like food like the Turks, we play the same instruments. Le sentiment d'appartenir à l'Europe est quand même un sentiment qui est très fort, parce qu'on se sent tellement petit dans le monde d'aujourd'hui. L'Europe reste un petit îlot et je crois qu'on se sent quand même, enfin moi je me sens quand même solidaire des Européens. Parce que même si l'Europe se déchirait sur le plan économique, bon, pour des raisons que j'ai du mal à comprendre, de toute façon on ne comprend pas grand-chose dans le monde d'aujourd'hui, ben même si l'Europe se déchire, il y a quand même le sentiment de l'Union européenne qui est là, quand même important. L'Europe est à la source de deux valeurs fondamentales qui sont maintenant universelles, qui sont les valeurs de la liberté et de l'égalité. Liberté qui est née en Europe, l'égalité qui est née en Europe. En réalité, toutes les deux valeurs sont nées en Méditerranée, dans le dialogue entre le monde grec et le monde juif, qui tous les deux ne sont pas exactement européens. Mais c'est l'Europe qui a pris ces valeurs, qui en a fait une dualité d'une société démocratique, qui est une idée européenne, et d'une économie de marché qui est une idée européenne. C'est ce dialogue-là, entre marché et démocratie, entre liberté et égalité, qui est le propre de la société. Justement, il faut maintenant se rendre compte que la liberté et l'égalité ne sont pas compatibles s'il n'y a pas de la fraternité. Et c'est ça, je crois, le grand défi de l'Europe pour les siècles à venir. Moi, personnellement, je suis assez sceptique par rapport à cette question. Maintenant, si on regarde la culture comme une construction historique de long terme, on peut dire, oui, les Européens, ils ont toujours partagé quelque chose, ne serait-ce que les guerres qu'ils menaient entre eux. On peut dire qu'il y a une histoire commune dès qu'il y a des guerres. Je dirais qu'il y a une solidarité historique. On s'est beaucoup battu, c'est comme dans les familles, on s'est battu, on s'est disputé, on a eu beaucoup de choses, mais on reste quand même dans une famille. C'est le même principe de deux côtés, les choses sont pareilles. Il y a une arrogance européenne qui est réelle, qui considère que c'est la seule région mondiale où il y a vraiment des gens intelligents, avec des pics extraordinaires entre l'Angleterre, l'Allemagne et la France, qui sont absolument des pays odieux pour ça, et qui considèrent qu'ils savent tout. Hein, ils savent tout. Et ça compte, une arrogance collective, et qui souhaite sans le reconnaître, sans en parler, qui souhaitent reprendre le contrôle ancien, et pour eux, le seul moyen de reprendre le contrôle, c'est de faire l'Europe. Nous allons moins mal que les États-Unis. Les États-Unis sont dans une situation catastrophique, tragique. Les États-Unis sont en faillite. Ils ne tiennent debout que parce qu'ils sont la première puissance militaire, et encore financés par nous, puisqu'ils sont, à partir du mois de septembre, les soldats américains sont financés par l'emprunt, et parce qu'ils ont la monnaie de réserve. Mais en dehors de ça, les États-Unis sont en faillite, pas nous. Les chiffres sont frappants. Les États-Unis ont un déficit de balance des paiements, l'Europe a un excédent de balance des paiements. Nous avons un chômage de 9%, les États-Unis ont un chômage de 17%. Nous avons une espérance de vie qui augmente, l'espérance de vie aux États-Unis baisse. Nous avons un endettement privé de 150% du PIB. Les États-Unis ont un endettement privé de 250% du PIB. Nous avons un revenu du travail à l'heure de 23 €. Les Américains ont un revenu du travail à l'heure de 20 €. Si nous donnons un système fédéral, nous serons définitivement la première puissance du monde. Oh, that is a big question. European identity. I would say I'm a European, and secondly, I'm a German. I have so many friends in other countries who don't speak German, and the common language in Europe is English, a very bad English, and for the British, it must be, they suffer sometimes because everybody speaks their language, therefore for them it's very simple to move in Europe, but everybody speaks it in a way that is pidgin and not really English. But the identity is there, and for many people you have hostility against Europe as well as new forms of identity and struggles of identity. That is a new nationalism which is
very virulent in many European countries, and it's a phenomenon that is arising. yeah, and not only in the big European countries, but also in the small ones, like Hungary or Slovakia or the Baltic states, and that is a rather dangerous development. So identity is always a problem because you always provoke counter-identities. Moi qui voyage beaucoup, je me rends compte, on sent l'identité européenne quand on n'est pas en Europe, surtout. C'est-à-dire que quand on est au Japon, par exemple, on se sent plus proche d'un Allemand que d'un Japonais. C'est clair. Mais quand je suis en Argentine, je me sens plus proche d'un Argentin que d'un Lituanien, par exemple. Je me sens plus proche du monde latin que du monde germanique ou du monde slave. En Europe, on a commencé par l'économie, etc. Je pense qu'il faut créer les conditions politiques, sociales, culturelles de l'unité européenne. Or, on ne les crée pas du tout. Il faut apprendre à se connaître. Par exemple, au monde diplomatique, quand j'avais des responsabilités au monde diplomatique, qu'on voulait publier un article sur la Belgique. Ben, il n'y a pas un Français qui est capable d'écrire sur la Belgique. Pourtant, la Belgique, c'est pas loin. On est à Bruxelles en 1h30. Les gens ne s'intéressent pas à la Belgique. Donc, quand on voulait un papier sur la Belgique, il fallait qu'on trouve un Belge pour le faire. Donc, ben oui, mais il y a une méconnaissance extraordinaire, même des voisins. Des voisins. Ao menos dos instrumentos principais para vencer a barreira do desconhecimento tem unanimidade de aprovação entre os europeus. O programa Erasmus, que contempla estudantes universitários de todo o continente com bolsas de intercâmbio de 3 meses a 1 ano. Desde a sua criação, em 1987, aproximadamente 1,5 milhão de jovens tiveram a experiência de estudar num país vizinho. E, por consequência, vão desenvolvendo melhor sua percepção sobre os entraves no processo da construção europeia. Il y a un fossé. Je travaille pour sensibiliser la population à l'Union européenne. Alors je sais de quoi je parle parce que le nombre d'eurosceptiques qui viennent et qui refusent totalement d'entendre parler d'Europe, c'est assez hallucinant. Il y a un fossé inimaginable entre la population, mais de tous les pays pour moi. Et encore, je pense qu'en France, en Allemagne, on est quand même plus aware de ce qui se passe en Europe, entre la population et les institutions, et donc le pouvoir de manière générale. Donc oui, je crois qu'effectivement c'est un problème, c'est quelque chose auquel les politiciens européens devraient s'attacher fortement. Ils devraient vraiment s'inquiéter de faire participer beaucoup plus la société civile aux prises de décision européennes. Ça existe, hein. Il y a des choses qui sont faites, il y a des forums pour demander l'avis de la société civile qui sont mis en place, mais on communique très peu dessus, les gens ne savent pas qu'ils peuvent participer à de tels forums, donc très peu de personnes prennent part à la vie politique européenne alors qu'ils pourraient et ils devraient. Nolwenn e seus colegas de Erasmus parecem dispostos a vencer o fosso que ainda separa as sociedades da integração. Se reconhecem como parte da primeira geração verdadeiramente europeia em formação no continente. A mesma, por sinal, da sindicalista Bettina, que continua apostando numa Europa unida, pacífica e igualitária. I'm a really European child. Like I was born in Romania. Oh yes. And that's why my father, he's German, so we moved to Germany very early when I was a very small child, and I studied in the Netherlands. So I've been through a few countries before I came to Berlin. And for me to be a European citizen, I would say it means that I have opportunities irrespective of my nationality. So being German actually means being European. I can go theoretically to every country and work at every country. And I really like this idea, that from a legal, political, and also technical perspective, I am free to move. And I like this. This is a step ahead. Yeah.
And what I can tell you, even in these hard times right now, where we're talking about the crisis and the problem, the monetary, I don't know, insufficiencies of some countries, I would bet my left arm that there was not going to be any country leaving the European Union or leaving the euro. This is not an option in Europe, I'm sure.